Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Alors on va faire une petite mise à jour au niveau des marchés US. Alors on va commencer au niveau du S&P 500 comme d'habitude. Donc là actuellement on a une baisse de momentum de fin d'année, tout le monde part en vacances, c'est les vacances de Noël. Donc là on a une sorte de baisse de momentum. On va aller potentiellement retester donc le bas de cette trendline ici à force de ranger dans cette même zone. Alors c'est vrai que si on casse cette zone là, ça risque de créer un peu plus de volatilité si on casse le bas du canal ici, qu'on maintient quand même depuis un bon petit bout de temps. Cependant, moi je reste toujours, de toute manière, parce que j'étais rentrée ici, donc je reste toujours, comment dire, à la hausse sur le S&P 500 comme la tendance est toujours haussière et que les chiffres sont toujours bons. Alors c'est vrai que cette semaine, on a eu le compte-rendu du FOMC, pardon. Donc, le tapering va accélérer en janvier, c'est-à-dire qu'on va enlever 30 billions à partir de janvier et il se peut que on enlève ce même montant à chaque mois. Donc on va vite arriver à une fin de tapering mi-année. Ainsi ensuite il y a des taux d'intérêt qui vont s'avérer commencer. Alors s'ils font ça, c'est que la croissance va bien, donc si ça veut dire que effectivement les chiffres vont bien. Donc pour l'instant, personnellement, je m'en inquiète pas. En plus, tout le monde est déjà au courant de ces informations-là. D'ailleurs, on peut voir, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de mon graphique. Alors, attendez, je vais juste aller vous montrer. Hop. Donc, on va faire un petit tour rapide au niveau des taux 10 ans et du taux directeur. Je vais vous faire un petit comparatif pour voir que hausse des taux ne veut pas forcément dire crash boursier. Je vais essayer de le retrouver. Ah non, c'est pas un indicateur, excusez-moi. C'est ici. Effective Federal Fund Rate. Là, donc lui, je vais le mettre. On va le mettre ici en ligne. Ça sera plus simple. Donc là, justement, j'avais partagé ce graphique sur Twitter. Alors, j'avais mis, vous voyez, les lignes bleues ici. En fait, c'est lorsque la Fed va commencer à augmenter ses taux. Et vous avez donc en orange donc les taux de la Fed et en bleu les taux 10 ans. Donc là, vous pouvez constater qu'à chaque ligne bleue, donc là où on commence à augmenter les taux de la Fed, comme vous pouvez constater ici en orange, et donc la ligne jaune, c'est la fin, c'est là où on fait un top au niveau des taux de la Fed. Ben, vous pouvez constater que généralement, si je rajoute le S&P 500, SPX, hop, voilà, on peut voir, vous voyez ici, on a quand même une très grande hausse. Ici, c'est pareil, vous voyez. Ici, c'est pareil, avec un peu plus de volatilité, mais on l'a eu. Donc ça ne veut pas dire qu'on augmente les taux, que ça va créer forcément un crash boursier. Ça veut juste dire que actuellement, les marchés, il y a quand même une belle croissance et que justement, on ne veut pas non plus créer trop d'inflation et donc du coup, on augmente les taux. Donc là, il faut suivre quand même les chiffres au niveau de l'année prochaine. Donc, si on revient sur le S&P 500, de toute manière, actuellement, comme je disais, je suis toujours haussière, étant donné que les chiffres sont toujours bons à ce niveau-là. Aussi, au niveau du Dark Pool Index, on a fait, vous voyez ici, au niveau, donc la ligne bleue, on a fait plusieurs niveaux à plus 45%, qui généralement, quand on fait du 45%, sous les 2 prochains mois, on peut avoir du 5% sur le S&P 500. Donc là, on a continuellement fait, vous voyez cette zone ici, du 45, 46, 47%. Vendredi, on a eu le quadruple witching, donc ce qui a réduit l'exposition gamma de fin d'année. Donc c'était le dernier quadruple witching de l'année. Donc là, on l'a réduit et on est revenu sur un seuil plancher. Donc là, pour moi, la semaine prochaine, ça va être assez intéressant. Mais généralement, quand c'est du 45% ici, sous les 2 prochains mois, il y a quand même des jolies performances à venir. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des statistiques. Après, rien n'est sûr, bien évidemment, sur les marchés, mais c'est ce que nous dit actuellement au niveau des statistiques. Donc, je vais juste enlever ça, veuillez m'excuser, hop, hop, et remettre ça en bougie. L'autre chose que je voulais vous montrer, alors c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est en fait l'allocation en actions des investisseurs US. Donc vous avez la ligne bleue, la ligne rouge, pardon, c'est l'allocation en actifs
en actions pardon, des investisseurs US. Donc là, on peut voir en fait que actuellement, vu la hauteur, vous voyez, de la ligne rouge, les investisseurs US sont investis à 45-50% en actions US, ce qui est beaucoup. Donc là, vous pouvez le constater ici, c'était vers 1965. Ici, c'était fin 2000. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, lorsque les investisseurs sont investis au moins à 45-50% déjà en actions, eh bien, les performances sous les 10 prochaines années, hein, donc du S&P 500 que vous voyez en bleu, sont environ de moins 1%. Pardon. Donc, c'est quand même des faibles performances, étant donné qu'il y a une forte concentration actuellement déjà en actions, comme en 2000, par exemple. Donc ça ne veut pas dire forcément que le marché action va cracher, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais si on retourne en arrière, qu'on fait une petite étude et qu'on regarde justement quand les investisseurs sont investis à 45-50%, dans le passé, bon c'est sûr qu'en 2000 il y a eu une grosse chute, hein, mais hop, on va voir, vous voyez, ici, lorsque les investisseurs étaient investis à 45-50%, et donc les 10 prochaines années, les 10 années qui ont suivi, la performance était effectivement, hein, donc celui qui a investi, vous voyez, en 98, hein, 12 ans plus tard, il était à son prix d'entrée. Donc effectivement, ce n'est pas forcément de grosses performances qui ont suivi les 10 prochaines années. Il en était de même. Donc vers 68, hein, comme on dit, donc sur ce graphique-là, on peut le voir ici, vers 68, c'était approximativement la même chose. Et donc celui qui a investi en 68, hein, en 80, hein, il était toujours au même prix. Donc voilà, vous voyez, le prix a stagné pendant une grande période de temps, comme ici. Donc là, c'est là où on a eu vraiment le marché qui a stagné pendant 10 ans, 15 ans, ce qui est beaucoup. Et la même chose, vous voyez aussi, bon, en 1930, hein, les investisseurs étaient investis grandement en actions. Et donc les 10 années qui ont suivi, donc justement, comment dire, ce pourcentage-là, c'est-à-dire le 45-50% investi en actions, a été assez médiocre au niveau des performances. Donc, comme vous pouvez constater, on n'a pas forcément beaucoup de périodes où ça stagne, mais généralement, là où on voit les grosses périodes comme ça comment dire, où le prix stagne pendant plusieurs années, c'est justement lorsque les investisseurs sont déjà investis pleinement en actions. Ce qui est un petit peu logique, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà investis, ça veut dire qu'il y a moins d'autres investisseurs qui peuvent venir faire pousser le prix. Donc c'est un petit peu logique. Vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple, donc c'est pour ça que ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, c'est pas forcément ce qui va se passer entre 2020 et 2030. Donc du coup, on peut constater, par exemple, qu'en 2011, on pouvait voir que les investisseurs n'étaient pas beaucoup investis en actions. Ils étaient investis à peut-être entre 25 et 30% en actions, ce qui n'est pas beaucoup dans leur portefeuille parce qu'ils avaient peur. Et donc, ils ont profité des 10 années pour justement commencer à investir de plus en plus. Et on pouvait voir justement qu'en 2010-2011, lorsque vous êtes investi à 25-30% en actions dans le portefeuille, les performances, vous voyez sur la droite, sont de 10-12% par année les 10 prochaines années. Et c'est ce qui s'est passé sur la S&P 500. Il me semble que c'était 15%. Donc d'ailleurs, on le voit aussi, hein, aussi ici. C'était 15% par année de 2010 à 2020. Donc là, est-ce qu'on a on a encore assez de place pour faire du 10-15% pendant les 10 prochaines années, à chaque fois, chaque année? Moins sûr, étant donné, comme on voit dans le passé, lorsque nous sommes investis grandement en actions, justement, les performances ont tendance à ralentir les 10 prochaines années. Donc, on n'est pas dans la même situation qu'en 2010, aujourd'hui, par rapport justement à la situation du portefeuille des investisseurs. Mais par contre, ce qui est intéressant de dire, hein, c'est parce que voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, ce qui est intéressant de regarder justement à ce moment-là, c'est les actifs qui surperforment dans ces périodes-là. Et justement, par exemple, si on prend le gold, on peut constater justement, hop, je vais juste revenir parce que ça n'a pas fonctionné. Hop. Que là, je vais rajouter le gold. Donc, je vais essayer de mettre ça mieux. Hein.
Voilà, voilà. Alors on peut voir, vous voyez, et c'est ça qui est très intéressant de voir, c'est que justement, vous voyez par exemple, à partir de 98, donc là où les investisseurs étaient investis à 45-50%, on peut voir que c'est à partir de ce moment-là que le gold a monté jusqu'à la fin de la période où les investisseurs n'étaient pratiquement plus investis en actions, mais certainement en gold. Vous voyez la poussée du gold à ce moment-là, pendant cette période-là. Et il en était de même, par exemple, en 1970, en plus c'était la grande période inflationniste. Donc là, on pouvait voir que de 70 à 80, donc 10 ans, donc qui ont suivi le marché lorsque le marché a stagné. Alors attendez, je vais peut-être zoomer ici. Ce sera peut-être mieux. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir, le marché avait stagné pendant les 10 ans parce que les investisseurs étaient déjà investis à 45-50% en actions. Mais par contre, on peut constater que le gold, pendant cette période-là, a vraiment monté de manière très importante. Donc après, on peut retourner aussi dans la crise, la Grande Dépression, hein, par exemple, et il en était exactement pareil. Hein. Bon, le gold était moins liquide, hein, on peut le constater de toute manière à cette époque-là, vu les bougies qu'on a, c'était pas très liquide, hein, mais c'est ce qui est tout à fait logique, on n'avait pas toute la technologie d'aujourd'hui aussi. Donc là, vous voyez, le gold était passé de 22 à 34, donc là, le gold avait également monté pendant cette période-là où le marché, lui, baissait. Donc voilà, donc le gold, c'est pas forcément à tous les coups une valeur, comment on dit, une valeur qui monte quand le marché baisse, mais on peut constater que c'est une valeur qui est quand même très intéressante lorsque justement le marché stagne ou baisse et que les portefeuilles des investisseurs est déjà investi à 45-50% en actions. Donc là, c'est là où c'est intéressant parce que en fait, lorsque les investisseurs sont investis à 45-50%, on a besoin de savoir où est-ce que les investisseurs vont investir pour les 10 prochaines années au-delà des actions. Parce qu'ils sont déjà investis à 45-50%. Donc là, l'argent va aller où étant donné qu'on est pratiquement au maximum. Donc, personnellement, je pense qu'il y a également le marché crypto qui peut devenir très intéressant parce que la majorité des portefeuilles sont pas beaucoup investis en crypto, hein, parce que c'est très volatile et que ça fait peur. Encore, c'est pas encore comment dire, adopté par tout le monde. Hein, donc, moi, je trouve ça très positif pour nous. Et puis, le gold aussi qui peut être effectivement un bon actif pour les 10 prochaines années si on se fie au passé et également la crypto-monnaie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, on a eu les boomers qui ont fait booster effectivement le marché pendant plusieurs années. Hein. Mais aujourd'hui, c'est les milléniaux qui vont faire booster le marché. Donc les milléniaux, ils vont aller où principalement? Je pense qu'ils ont quand même une préférence aussi pour le marché crypto. Donc c'est là où il va falloir être très attentif au marché crypto, qui peut être donc celui où l'argent va aller pour les 10 prochaines années. Donc je peux me tromper, hein, mais voilà. Mais si je me fie au passé, d'ailleurs, beaucoup d'études qui prouvent, des études quantitatives qui prouvent que les performances pour les 10 prochaines années au niveau du S&P 500 vont être beaucoup plus difficiles à ce niveau-là. Pas forcément, on va pas forcément faire que du négatif. Bon, là, on avait corrigé de 50%, là aussi, mais ça fait un gros range et il y a des opportunités. Hein. On peut racheter ici, on peut racheter ici. Il y a quand même des grandes opportunités au cours de l'année. Hein. On n'est pas en train de dire que... Voilà. Mais quelqu'un qui achète actuellement, ça se peut que dans 7-8 ans, il se retrouve au même niveau si on a des corrections de 50-70% entre-temps. Donc voilà, donc c'est à ce niveau-là, c'est intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du passé. Sinon, on va faire un petit tour, voyez, au niveau du BTC USD. Donc au niveau du BTC USD, hop, aller au niveau du daily. De toute façon, ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis la dernière fois. Hein. Là, actuellement, on travaille cette zone-là. C'est très bien qu'on aille travailler cette zone-là. Plus on la travaille, mieux c'est, comme je dis. On a une baisse de momentum, hein, c'est-à-dire que là, on commence à voir un petit peu de fatigue, comme on peut constater ici, vous voyez, une baisse de momentum. Le RSI aussi qui un petit peu commence à s'élever. Donc voilà, on travaille cette zone-là, c'est mieux. Et lorsqu'on va casser cette trendline ici, ça va être très intéressant pour le BTC, où effectivement après on peut aussi casser cette zone. De toute façon, cette zone de support ici est majeure. Hein. Hop. Donc moi je suis holder, donc que ça monte ou que ça descende, c'est un petit peu la même chose pour moi, étant donné que je garde ça à long terme. Donc là après, si on casse de nouveau cette trendline, bon, on ira chercher potentiellement cette cross zone ici
où le prix a été travaillé dans le passé. Mais pour l'instant, hein, on travaille on reste à l'intérieur de cette zone-là. Le momentum baisse, donc j'attends une confirmation de cassure ici. Hein, une remontée du RSI aussi, ce serait bien, au-dessus de 50. Et puis on patiente. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve la prochaine fois.